Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Qu'elles soient jeunes filles, femmes ou veuves, on ne compte plus les paroissiennes de Loudun séduites par Urbain Grandier, le curé de Saint-Pierre. Cela vaut à ce dernier bien des inimitiés, sans compter une rumeur qui en fait l'auteur d'un pamphlet contre le tout-puissant Richelieu. Sans compter aussi un scandale qui éclate en 1632 et dont on parle encore de nos jours. Mais qui était donc cet Urbain Grandier ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec Fabrice Mauclerc, intervenant régulier dans nos grandes dates de nos régions, en remplacement de Cédric Delaunay, que nous saluons. Fabrice Mauclerc, donc docteur en histoire, historien de la justice, qui va nous aider à éclairer cet épisode des possédés de Loudun. Bonjour Fabrice Mauclerc. Bonjour Éric Labaille. Nous sommes donc en 1632. En 1632, quelle est la situation politique, religieuse de France et plus précisément de la bonne ville de Loudun, qui est située donc dans le nord du département de la Vienne, dans le nord du Poitou, et dans laquelle se passent les événements? Donc nous sommes sous le règne de Louis XIII, à l'époque où le cardinal de Richelieu est vraiment l'homme fort du pays. En tant que principal ministre, on peut dire qu'avec Louis XIII, il forme un duo très très efficace. Voilà, il a fallu du temps pour que Richelieu s'impose, mais en 1632, on peut dire qu'il n'a plus vraiment de concurrent et il règne en maître quasiment sur la France avec Louis XIII. D'accord. Et la ville de Loudun donc est éclatée éclaboussée par un scandale qui se déroule au couvent des Ursulines. Donc c'est ça, nous sommes au couvent des Ursulines. Il faut préciser que ce couvent est assez récent. Il a été créé quelques années plus tôt. Donc ça veut dire que dans cette communauté, des femmes sont là depuis peu également. En précisant également, nous sommes donc dans un couvent d'Ursulines. C'est intéressant parce que plus tard et auparavant, on a déjà eu des possessions dans ce même genre de couvent. Donc c'est intéressant de voir, poser la question pourquoi les Ursulines en particulier. Et pour terminer peut-être sur la présentation de ce couvent, c'est un couvent qui est constitué donc comme la plupart des couvents de femmes, de jeunes femmes, des femmes qui pour la plupart n'ont pas vraiment choisi d'être là. Dans les grandes familles bourgeoises et nobles, il faut une ou deux filles qui rentrent dans l'église, et donc pour beaucoup de ces jeunes filles, aux Ursulines de Loudun comme ailleurs, il n'y a pas forcément une grande volonté d'y être. Il n'y a pas de vocation forcément parmi ces jeunes filles. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Donc le fait de placer au couvent une de ces cadettes, en général, c'est une cadette que l'on place dans le couvent. Ça. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Non, c'est une réalité dans chaque famille, et c'est valable aussi chez les garçons. Je parlais tout à l'heure de Richelieu. Il faut savoir qu'à l'origine, avant d'être un grand ministre et un homme d'église, il est évêque de Luçon avant d'être ministre de Louis XIII. Il était effectivement prédestiné à cette charge. Alors que dans sa famille, il y avait également des nobles, des chevaliers plutôt, des gens qui étaient chargés de servir le roi à la guerre. Donc pour Richelieu, c'était l'Église. Il avait été choisi pour cela. Et ces Ursulines reçoivent le concours de personnes extérieures. Donc là, en l'occurrence, elles ont un prieur qui est le père Grandier. Alors pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Pour être précis, donc comme tout couvent, les femmes vivent cloîtrées. Elles n'ont aucun contact avec l'extérieur. La seule personne de l'extérieur, c'est le confesseur. Donc le confesseur, effectivement, qui peut être un homme extérieur au couvent. Et en l'occurrence, et c'est important, et on commence à placer les éléments de l'histoire, la prieure, donc celle qui dirige le couvent, on va beaucoup en parler, elle a demandé justement à Urbain Grandier d'être le confesseur de ces femmes. Et il a refusé. Et donc on fera appel à un autre personnage, un capucin, qui va jouer un rôle important dans les événements qu'on va raconter. Mais Urbain Grandier, lui, a refusé cette charge de confesseur au sein de ce couvent d'Ursulines de Loudun. C'est Urbain Grandier. Est-ce qu'on a une trace de lui avant le scandale pour lequel il va laisser son nom ? Qui est-il ? Alors, on le connaît assez bien.
entre autres à cause de l'affaire qu'on va bientôt évoquer. C'est un homme jeune, beau. Hein, il a beaucoup de succès auprès des dames et tout en étant homme d'église, prêtre, il commet, voilà, il ne respecte pas son vœu de chasteté, hein, puisqu'on lui prête des aventures avec 2, 3 femmes. Effectivement, vous le disiez dans l'introduction, il a semble-t-il déjà engrossé 2 jeunes filles, notamment la fille de l'officier principal de la justice de Loudun. Ce qui est assez gênant. Et a priori, à l'époque où les faits vont commencer, il aurait une aventure avec une 3e. Donc c'est un homme qui est également, au-delà de son côté peut-être, voilà, il est très beau, et effectivement, il laisse pas indifférent la gente féminine. C'est également quelqu'un de très intelligent, de très lettré, voilà, qui connaît vraiment, peut-être pour conclure et pour donner l'idée, on est vraiment dans l'idée de la réforme, hein, on est en pleine réforme, de la contre-réforme catholique, et il correspond bien à ces prêtres lettrés, savants, même si en termes de conduite, effectivement, là, il correspond pas forcément au canon de la contre-réforme. Un petit peu de libertinage à la façon du Donc voilà, XVIIIe siècle, c'est ce qu'on peut-être. pourrait appeler un libertin, bien avant l'heure, hein. Le libertinage, ce sera plutôt au XVIIIe siècle, mais c'est un peu un libertin. Et autre élément important pour placer tous les éléments du dossier, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, a, je dirais, beaucoup de compassion, voire même de compréhension vis-à-vis des protestants. Hein, puisque la ville de Loudun, à l'époque, hein, on est bien sûr entre la fin des guerres de religion et la révocation de l'édit de Nantes. Donc à cette époque, les protestants ont le droit d'avoir des églises, des temples, pardon, dans les villes françaises, et en particulier à Loudun. Hein. Loudun, il y a une forte communauté protestante, et donc il semblerait qu'Urbain Grandier soit assez indulgent avec ces protestants. Et ça, bien sûr, ça va déplaire, en particulier à quelqu'un comme Richelieu, qui dans toute sa politique, en particulier, va lutter contre l'importance des protestants. D'accord. Et donc Urbain Grandier est le curé de la paroisse de Saint-Pierre, et nous sommes en 1632, et dans le couvent des Ursulines, il se passe des choses étranges. Voilà, donc tout commence effectivement en 1632, une nuit de septembre, donc la prieure de ce couvent, Jeanne des Anges, dit avoir vu un fantôme. Voilà. Donc ce fantôme qui vient hanter ces jeunes femmes, elles sont à peu près une vingtaine, hein, le couvent des Ursulines, c'est un petit couvent. Et donc voilà, ça commence comme ça, par une apparition, un fantôme. Et Jeanne des Anges dit que ce fantôme, c'est ni plus ni moins que l'ancien confesseur, celui qui est décédé quelques mois plus tôt, et qui viendrait en quelque sorte hanter le couvent. Donc voilà, donc ça commence comme ça, par une apparition, par un fantôme qui surgit dans le couvent des Ursulines de Loudun, et puis petit à petit, les choses vont s'enchaîner et devenir de plus en plus graves. On parle de convulsions, Voilà, donc ça c'est je dirais la deuxième étape. L'apparition du fantôme, c'est quelque chose assez léger, assez banal, et à partir effectivement de ce moment-là, il y a tout un ensemble de phénomènes qui vont se déclencher, effectivement, des convulsions, des paroles abominables. Voilà, les femmes sont possédées, hein, c'est le terme qu'il faut utiliser. On est en pleine possession. Hein, les femmes sont possédées, elles délirent, elles ont des gestes obscènes, des paroles obscènes, elles disent tout et n'importe quoi. Et là, bien sûr, ça préoccupe l'Église. Hein, on ne peut pas laisser de telles femmes religieuses en particulier délirer autant. Donc, il faut intervenir. Et donc, je dirais, dans cette histoire, il y a 3 grands personnages. Il y a les religieuses, donc on a commencé à en parler. Il y a Urbain Grandier. On va y revenir après. Et puis le deuxième grand groupe de personnages, c'est les exorcistes. Et c'est eux qui vont intervenir dans cette deuxième étape de l'histoire, après que la possession est commencée. Il s'agit d'exorciser ces femmes. Hein. C'est une pratique tout à fait courante dans l'Église catholique. Il y a toujours des exorcistes aujourd'hui dans l'Église catholique. Et donc il y a un premier exorciste qui arrive à Loudun et qui va essayer de tuer le mal, de comprendre d'où vient la possession. Il faut chercher le diable, hein, il faut chercher effectivement la raison, la racine du mal. Et puis 2 et 3 et 4 et ainsi de suite, on va avoir toute une série d'exorcistes. Et il va y avoir à Loudun un véritable spectacle. Hein. Les possessions sont d'abord se font dans le cadre du couvent, les exorcismes aussi dans le cadre du couvent, et puis petit à petit, on va mettre ça sur la place publique. Il y aura des séances d'exorcistes en public auxquelles assistent des centaines et peut-être même des milliers de personnes. Donc ça devient véritablement un petit spectacle, entre guillemets. Alors bien sûr, c'est un scandale pour l'Église, hein, il faut absolument arrêter ça. Et donc c'est comme ça, de fil en aiguille, au cours des exorcistes, les mois durant, que petit à petit, voilà, un nom surgit. Les femmes, alors sans le dire vraiment, mais on comprend bien effectivement qui elles désignent. Donc pour elles, le coupable de ces possessions, c'est Urbain Grandier.
Et voilà comment les deux histoires se mêlent, entre guillemets, entre les religieuses d'un côté et ce curé, qui, je rappelle, avait refusé d'être confesseur de ces religieuses. Et ça peut peut-être aider à expliquer une partie de cette possession. Alors, est-elle réelle? Y a-t-il un peu, plutôt du côté de la psychanalyse ou de la psychologie, y aurait-il un peu d'hystérie, de schizophrénie? Voilà, tout est possible. De la vengeance, peut-être aussi. Hein. Cette thèse n'est tout à fait tenable. Justement, est-ce que par hasard, le nom d'Urbain Grandier ne leur aurait pas été suggéré par quelqu'un lors des exorcismes? Alors, c'est tout à fait possible dans la mesure où Urbain Grandier avait des ennemis, Richelieu, on en parlera, et également ce fameux confesseur capucin. Le chanoine Mignon. Voilà, chanoine Mignon, il est en bisbille avec Urbain Grandier depuis un certain temps, et donc il n'est pas impossible que effectivement on ait soufflé le nom d'Urbain Grandier à ces jeunes femmes, même si elles racontent avoir été peut-être ensorcelé par Urbain Grandier par un rosier. On a dit c'est un homme très très beau, et le simple fait d'avoir senti ces roses, à travers ces roses, en quelque sorte, Urbain Grandier les aurait ensorcelés. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Très rapidement, l'affaire prend une dimension. Vous avez déjà dit que c'était sorti des murs donc, du couvent. Tout à fait. Ça s'est mis sur la place publique de la ville de Loudun. J'imagine que tout le Poitou a été en émoi, mais c'est remonté jusqu'aux oreilles du roi et du cardinal de Richelieu. Tout à fait. Alors, je vais faire une petite parenthèse avant d'arriver effectivement aux sphères très hautes de l'État. Pour que l'affaire devienne une affaire d'État, c'est d'abord, il faut bien avoir cette idée-là en tête, c'est d'abord une affaire religieuse. Hein, c'est une affaire qui est propre à l'Église. Donc, dans un premier temps, c'est un tribunal d'église qui va prendre en charge cette affaire, et ça se passe à Angers. Et d'ailleurs, dans un premier temps, Urbain Grandier est acquitté. Enfin, il n'est absolument pas mis en cause dans cette affaire. Et effectivement, dans un deuxième temps, quand l'affaire arrive aux oreilles de Richelieu, là, on va entrer dans une deuxième période, et là, période malheureusement beaucoup plus dangereuse pour Urbain Grandier. C'est plus une affaire religieuse, c'est plus une affaire de superstition, de possession, ça devient une affaire d'État. Donc c'est l'époque où le chancelier de Laubardemont est nommé pour venir enquêter, et il arrête Urbain Grandier. On est fin 1633, je crois. C'est ça. Alors, il faut savoir, il y a plusieurs éléments, c'est une affaire assez complexe, hein, que Laubardemont avait été envoyé à Loudun pour détruire les fortifications. Hein, Richelieu, c'est son grand truc. Hein, parmi les différentes réformes qu'il a mis en place, abattre la féodalité, les symboles de la féodalité, donc les fortifications. La Touraine en sait quelque chose. Oui, beaucoup de châteaux, effectivement, en ont souffert, et à cause de Richelieu en personne. Et donc à Loudun, ces fortifications, en plus, encore une fois, on est dans une ville qui a plutôt une tradition protestante. Voilà, il s'agit d'abattre les fortifications, et il se trouve que Urbain Grandier s'oppose à cet abattage de fortifications. Donc ça rajoute encore un élément. Cumule, oui, il cumule. Bon, il l'a pas fait exprès, bien sûr, mais il a l'art de se faire des ennemis, et en particulier de Richelieu. Donc effectivement, donc tous ces éléments, ce qu'on a dit précédemment, hein, l'inconduite du prêtre, l'inimitié avec ce confesseur, et puis enfin effectivement cette affaire d'État qui lui tombe dessus, et là il va être pris dans un véritable engrenage dont il n'arrivera jamais à sortir. Donc effectivement il est arrêté, et là je pense qu'on va faire un procès à charge, hein, on va effectivement trouver des témoins, suffisamment d'éléments pour pouvoir le convaincre de sa culpabilité, autrement dit qu'il est sorcier. Hein, puisqu'il faut lâcher le mot, c'est une affaire de possession à la base, mais qui devient une affaire de sorcellerie. Oui, d'autant plus que les sœurs l'accablent. J'ai une citation de la prieure, Jeanne des Anges, qui dit le prêtre dont j'ai parlé, donc Urbain Grandier, elle donne pas son nom par contre, se servait des démons pour exciter en moi de l'amour pour lui. Tout à fait. Dans d'autres circonstances, ça aurait pu être tout à fait anodin comme citation, mais là, en l'occurrence, c'est véritablement de la mainmise, de la maîtrise sur l'âme de cette sœur. Pour le dire clairement, elles sont toutes amoureuses de lui. Hein, c'est un peu ça qu'il faut. Voilà, c'est ça qui est amoureuse, et même au-delà, et en plus des amoureuses et conduites, hein, puisqu'encore une fois, Urbain Grandier avait refusé d'être le confesseur. Et je précise et c'est un élément quand même qui me paraît important. Donc cette fameuse prieure, c'est une femme qui malheureusement n'a pas été gâtée par la nature. Elle a un très beau visage, mais par contre elle est infirme, elle est bossue, et donc elle sait qu'elle
qu'elle ne sera, voilà, en tant que religieuse bien sûr, jamais épousée. Et auparavant, avant d'entrer au couvent, elle savait que malheureusement pour elle, le mariage était impossible. Jamais désiré. Ouais. Donc une frustration qui peut-être s'est exercée, s'est exprimée à travers cette possession, ce délire amoureux, mais qui malheureusement va faire une victime. Et tout au long de l'instruction, les bonnes sœurs, donc les plaignantes, les victimes finalement, rivalisent d'excès, d'injures, de blasphèmes pour attester de leur état et donc en charger Urbain Grandier. Tout à fait. Malheureusement, les charges sont très très lourdes. Alors encore une fois, on est peut-être dans le délit, on est peut-être dans la psychologie, mais les charges deviennent de plus en plus lourdes. Alors on va aussi, et ça c'est le propre des procès de sorcellerie, on va essayer de trouver des preuves matérielles. Et la preuve des preuves en matière de sorcellerie, c'est la marque du diable. Voilà, si Urbain Grandier est l'incarnation du diable, si le diable en quelque sorte a pris possession d'Urbain Grandier, il y a forcément, pense-t-on, sur une partie de son corps, une partie insensible, donc celle que le diable aurait touchée. Et donc on va faire subir à Urbain Grandier, comme à tous les sorciers et sorcières de cette époque, voilà, cette terrible torture. Et là c'est une véritable torture. On va le piquer à différents endroits de son corps, et même les parties les plus intimes, nous dit-on, pour essayer de trouver cette fameuse marque du diable. Est-ce qu'on l'a trouvé? Je ne crois pas, mais par contre il souffre, en sachant que de toute façon, voilà, il clame son innocence, il n'est pas sorcier. Mais bon, encore une fois, les douleurs et voilà, la torture est telle que voilà. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les procès de sorcellerie. Il y a un moment où la sorcière étant piquée de partout, il y a un moment peut-être qu'elle sent plus rien, et là on va dire ça y est, on a trouvé la trace. Alors peut-être que pour Urbain Grandier c'est passé la même chose, mais je pense pas, parce que bon, il était, semble-t-il, assez costaud face à la douleur. Mais donc à cette recherche de la marque du diable, j'imagine qu'il a été passé à la question aussi d'une façon plus la traditionnelle. question qui est un peu finalement la recherche de cette trace, c'est un peu la torture. C'est la même. Alors non, c'est autre chose. On peut effectivement, dans un cadre de procès de sorcellerie, faire appel aussi à la torture. Donc c'est une autre procédure qui est beaucoup plus encadrée d'ailleurs que ce qu'on imagine. Et en l'occurrence, à cette époque et dans cette région, parce que chaque région a ses spécialités entre guillemets, on va utiliser la torture dite des brodequins. C'est-à-dire qu'on enserre les jambes de l'accusé et on les resserre de plus en plus pour les broyer, et en espérant qu'avec la douleur, le tourmenté ou le patient, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque, va lâcher des informations. Puisque, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais la reine des preuves à cette époque, c'est l'aveu. Au-delà des témoignages, au-delà des preuves matérielles, voilà, si quelqu'un avoue, on peut dire que l'affaire est réglée, entendue, et le jugement peut avoir lieu. Urbain Grandier clame son innocence. À aucun moment il ne cède. À aucun moment il va reconnaître être le diable, d'avoir pris possession de ses femmes. Donc non, jamais, il va jamais craquer. Les charges sont lourdes contre lui. Il est pris dans un véritable étau, mais non, il n'avoue jamais. Finalement, c'est un procès qui le dépasse complètement et dans lequel il est un simple objet qui est broyé finalement. Complètement. Et pourtant, il avait des soutiens. Il y a des personnes effectivement haut placées qui étaient de son côté. Mais la force de Richelieu, encore une fois, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est Richelieu peut-être, c'est une des explications, qui a pris le dossier en main, qui en a fait presque une affaire personnelle. Et je rajoute aussi, oui, cette affaire, elle est très riche. Je rappelle une petite anecdote qui s'était passée au tout début de l'arrivée d'Urbain Grandier à Loudun. Il est un jeune prêtre. Donc oui, on a à peu près une quinzaine d'années avant les faits qu'on évoque aujourd'hui. Et à l'époque, l'évêque de Luçon, c'est Richelieu, donc il n'est pas encore devenu le ministre qu'il sera plus tard. Il y a une procession à Loudun. Il faut savoir que Richelieu a un petit prieuré juste à Coussé. Et donc il vient à Loudun, Richelieu, oui, ce jeune garçon, ce jeune évêque, avec ce jeune curé, et il demande à prendre la tête de la procession. Et Urbain Grandier a refusé. Non, pas question pour l'évêque de Luçon. Et donc, je pense qu'il a pris ça pour Richelieu comme une sorte de trahison, de choses infâmes. Et peut-être que ça fait partie aussi des choses qui, malheureusement, ont aggravé le cas de notre pauvre Urbain Grandier. Oui, Richelieu avait la mémoire longue. Oui, et puis on sait aussi, c'est un autre élément, qu'il avait des espions partout. Il savait tout sur tout le monde. Et donc, il devait avoir beaucoup d'informations sur Urbain Grandier. J'ajoute un élément, vous avez évoqué effectivement un des titres qu'il aurait rédigé et qui était plutôt contre le roi. Il faut savoir que durant l'enquête, en fouillant dans ses papiers, parce qu'il y a eu aussi des perquisitions, on a trouvé un texte qu'il avait écrit, en gros, où il réclamait le mariage des prêtres, voilà, où il était favorable au mariage des prêtres. Donc, qui le cadre bien, ou voilà, qui montre bien ses accointances avec les protestants, puisque chez les protestants, et ça c'est un élément de plus qui vraiment rend ce personnage complètement rejeté. Voilà, il est mauvais prêtre, en plus, alors c'est peut-être une manière d'ailleurs de valider ses liaisons, puisqu'on sait qu'il a déjà eu des relations avec plusieurs femmes de Loudun.
Donc précurseur d'un côté, mais extrêmement sulfureux Peut-être, oui, pour l'époque. trop en avant sur son temps, Ouais. et encore une fois pris dans une machine infernale dont il ne sortira jamais. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et donc le procès s'achève, il est déclaré coupable de magie, de maléfice et de possession. Donc la sentence tombe d'elle-même, il est condamné à mort. Mais quelle mort va-t-il recevoir ? Alors c'est la mort de tous les sorciers, je dirais, c'est-à-dire que c'est le bûcher. Alors bûcher qui est précédé par tout un rituel, hein. Il faut purifier la société, il faut purifier l'Église là, puisque effectivement c'est un prêtre de cette brebis galeuse. Et donc avant d'être brûlé vif sur un bûcher, donc dressé sur la place principale de Loudun, il va subir ce qu'on appelle une amende honorable. C'est-à-dire qu'en chemise, avec une torche dans la main, il va s'agenouiller, il va demander pardon au roi, à l'Église, à Dieu. Et ensuite, effectivement, on va le conduire au bûcher, on va l'asperger d'un produit qui va permettre effectivement plus rapidement, je dirais, la combustion. C'est horrible, mais c'est un élément qu'on trouve dans les procès de cette époque. Et il va être brûlé vif. Alors, on a observé qu'il avait les yeux secs. Donc il ne pleurait pas, qu'il était effectivement jusqu'au bout, qu'il est resté digne. Hein, il priait, voilà, comme tout homme de Dieu, il était prêt à affronter le jugement dernier. Donc les yeux secs, mais ce qui faisait dire, s'il a les yeux secs, c'est vraiment que le diable est en lui. Donc encore un élément qui se rajoutait. Mais il y a quand même eu, c'était assez ambivalent. Alors il faut savoir que cette exécution s'est faite devant peut-être 5000, 6000 personnes. Ce qui est considérable pour Loudun. Donc c'est beaucoup, puisque Loudun, c'est je crois 10-15 000 habitants à l'époque. Hein, donc ça veut dire que plus de la moitié de la population était là, et sûrement les populations alentours. Et il y avait quand même un double sentiment chez les habitants de Loudun. Certains, effectivement, étaient convaincus de sa condamnation, de sa culpabilité, mais d'autres aussi, je pense, ont pris un peu de pitié pour lui. Et il faut savoir aussi, c'est un élément qu'on n'évoque pas très souvent, mais au dernier moment, donc la prieure de Loudun l'a disculpé. Voilà, au dernier moment, voyant peut-être jusqu'où allait cette affaire, elle a dit qu'elle est revenue sur ses déclarations en disant que c'est pas lui, mais malheureusement c'était trop tard. C'est un peu tard. La machine s'était emballée, et donc il y a une sorte d'ambivalence, peut-être un peu, une sorte de remords qui est apparu dans les esprits à cette époque, dans la population, et aussi chez les religieuses, qui se rendent compte peut-être que leur possession, leur délire, est peut-être allé un petit peu plus loin que ce qu'elles pensaient. Mais est-ce qu'au moins la mort d'Urbain Grandier a ramené la sérénité dans le cœur et dans l'esprit de ces religieuses ? Le pire, c'est que non, puisque les possessions vont durer quelques années de plus, plusieurs mois encore, hein, plusieurs années encore, où les possessions finalement durent. Donc ça prouve bien qu'a priori, en tout cas, si on est un peu rationnel, que Urbain Grandier n'était pas celui qui a priori avait entraîné cette possession. Donc la possession va durer, je crois, à peu près 50 plus, 4-5 ans de plus. Et puis finalement, de manière assez brutale, en quelque sorte, la prieure, hein, parce que c'est un peu la meneuse, entre guillemets, des religieuses, hein, il y a 17 religieuses qui auraient été victimes de cette possession, mais cette religieuse donc, devient en quelque sorte une sainte. Voilà, elle commence à faire des miracles, donc elle n'a plus de possession. Il faut savoir aussi qu'elle va faire une sorte de grande tournée dans tout le royaume de France. Elle va être accueillie à la cour, et je pense que pour elle, ça va être un très très grand honneur, une sorte de victoire pour elle. Donc reçue à la cour, rencontrer le roi, la reine, et elle va finir quasiment en odeur de sainteté. Donc voilà, un beau rachat pour elle, même si elle a peut-être inconsciemment, et même plus que consciemment, une mort sur la conscience. Et est-ce qu'on a une explication rationnelle, je n'ose pas dire scientifique, à ces possessions ? Vous parliez tout à l'heure de psychose, de problèmes mentaux, de problèmes d'enfermement. Ce qu'on appelait encore au XIXe siècle avec Charcot l'hystérie, hein, qui ne touchait d'ailleurs que les femmes. Hein, les hommes ne pouvaient pas être hystériques, hein, c'est bien connu. Donc hystérie, schizophrénie, peut-être effectivement un trouble mental. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas aller chercher bien loin. Le fait aussi que ces femmes vivent cloîtrées, qu'elles n'ont pas forcément choisi leur sort, qu'à l'époque la société est dure, hein, la vie est dure, on mange mal, parfois il fait froid, on est victime de différentes... et je pense que les gens à l'époque sont plutôt à fleur de peau, et il fallait peut-être pas grand-chose pour pouvoir entrer dans des délires qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de psychotiques ou psychanalytiques. Mais en tout cas, voilà, c'est difficile. Non, malheureusement, aucun spécialiste n'est capable de dire ce qu'avaient ces femmes. Ce qui est sûr, c'est que ces possessions, on y croyait, l'Église y croyait. Et pour mettre un peu en perspective l'histoire de Loudun, il y a eu d'autres affaires de possession au XVIIe siècle. Il y en avait une avant, d'ailleurs à
Louviers, il y en aura d'autres un peu plus tard, notamment à Aix-en-Provence, à Auxonne. Et du coup, d'ailleurs, ces affaires de possession, si on les connaît, c'est parce qu'elles ont été médiatisées. L'affaire de Loudun, on a beaucoup écrit sur elle, et du coup, à la fin du XVIIe siècle, l'Église va mettre un peu le couvercle sur tout ça, parce que c'est quand même pas très glorifiant pour Pas l'Église reluisant, hein. de voir ces religieuses qui font des gestes obscènes, qui disent des choses horribles. Ça touche aussi parfois des prêtres. Et d'ailleurs, c'est une des pistes qu'évoquent certains spécialistes de la question. Est-ce que ces possessions, c'est pas une manière pour ces femmes d'avouer à demi-mot des sévices qu'elles auraient connus? On parle de viol, hein, les confesseurs malheureusement avaient un énorme pouvoir sur ces femmes. Et donc, est-ce que à travers ces possessions, et évidemment c'est une réponse à la question que vous me posiez tout à l'heure, est-ce que c'est pas une autre explication, hein, ces possessions? Est-ce que c'est pas une manière un peu détournée d'exprimer un mal-être, des difficultés, des viols? Parce qu'effectivement, malheureusement, ces viols existaient dans l'Église, dans ces couvents à l'époque. Donc c'est tout ça qui est remonté à la surface, et malheureusement, Urbain Grandier en a fait les frais. On a fait les frais, oui. Et quant à Urbain Grandier, justement, il meurt sur le bûcher. Alors la peine du bûcher, on connaît une suppliciée célèbre, hein, Bien sûr, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est une peine courante jusqu'à sous l'Ancien Régime? Est-ce que c'est une peine qui a eu, alors excusez l'expression, mais son heure de gloire, son moment de sa période pendant laquelle elle a été abondamment donnée, ou est-ce que c'est une peine exceptionnelle? Alors c'est une peine effectivement qui reste exceptionnelle, hein, c'est des centaines, des milliers de cas tout au plus, mais par contre c'est une peine qui a connu son heure de gloire effectivement entre la fin du XVIe siècle et justement la fin du XVIIe siècle, durant ce qu'on peut appeler la chasse aux sorcières, hein. Donc c'est véritablement le bûcher, la peine par excellence des sorciers et des sorcières. Je précise d'ailleurs, on dit toujours sorcières, mais il y a 20% de sorciers, hein, parmi les condamnés pour sorcellerie, donc 80% de femmes et 20% d'hommes, et c'est effectivement systématiquement pour les sorciers condamnés, c'est la peine systématique. Elle peut être utilisée donc cette peine pour d'autres crimes, et en particulier tous les crimes considérés comme les plus sales, hein, les crimes en rapport avec l'homosexualité, la bestialité, la zoophilie on dirait aujourd'hui. Donc tous ces crimes les plus abominables, hein, il s'agit véritablement de faire disparaître de la surface de la terre le condamné de manière physique, hein, donc il reste que des cendres. Et d'ailleurs, et c'est une difficulté de ces procès, parfois on brûlait aussi les pièces du procès lui-même. Ah oui. Hein, ce qui fait que dans certains cas, notamment pour toutes les affaires d'homosexualité, on n'a pas forcément les pièces du dossier parce qu'elles ont été brûlées avec le condamné à mort. Pour Urbain Grandier, non, parce qu'on a pas mal de sources, hein. Je crois que le procès faisait 4000 pages et on en a gardé pas mal de traces. Mais c'était aussi une des particularités. Donc voilà, sorcellerie, mais pas que, hein. Tous les crimes, encore une fois, liés aux mœurs, aux mauvaises mœurs de l'époque, en tout cas considérées comme mauvaises à l'époque, c'était également la peine qui était appliquée. Est-ce qu'il n'y aurait pas une dimension purificatrice dans le feu aussi? Ah, complètement, c'est ça. Il s'agit effectivement de purifier de manière symbolique et réelle donc ce monde de ses accusés, et donc il ne doit rien en rester. Et purifier l'accusé aussi, en fait, le laver de ses péchés par le feu. Tout à fait, et vous avez bien raison, parce que la peine sous l'Ancien Régime, elle a un double effet. Elle doit servir à la société, mais elle doit servir aussi aux condamnés. Et d'ailleurs, ces condamnés qui sont en permanence suivis par un confesseur jusqu'au dernier souffle, ils meurent quasiment tous à 99% avec cette idée d'expiation, cette volonté de se purifier eux-mêmes. Il y a pas de révolte d'échafaud, hein, c'est vraiment exceptionnel. Bon, bien sûr, c'est un siècle très religieux, c'est une époque très religieuse, et donc il ne s'agit pas de se rebeller sur l'échafaud, parce que très souvent on accepte son sort, et donc Urbain Grandier, on l'a vu, hein, il a accepté son sort, même si effectivement il se savait innocent. Donc purification, tout à fait, on est exactement dans ce processus-là, oui. Merci beaucoup Fabrice Mauclerc pour ce passionnant retour sur une histoire certes sordide par certains aspects, mais ô combien intéressante et ô combien révélatrice de ce XVIIe siècle. Je rappelle que vous retrouverez l'affaire des possédés de Loudun et bien d'autres sujets encore dans le livre des grandes dates du Poitou, publié aux éditions Ici en Région et disponible dans toutes les maisons de la presse et dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Fabrice Mauclerc. Merci et à très bientôt. À bientôt. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.